Retour de la guerre, le conflit en Ukraine a signifié pour de nombreux acteurs et commentateurs de la vie publique la redécouverte brutale, irréversible, redoutable de la guerre sur le continent européen, comme si son fantôme était de retour, comme si l'horizon de la guerre n'était plus une possibilité, mais pour reprendre la formule bien connue de Thomas Hobbes, une pluie par temps d'orage, l'aboutissement probable vers lequel nous tendons. Depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche et sa position pour le moins ambiguë vis-à-vis de l'Ukraine, c'est presque toute l'Union européenne qui s'accorde sur la nécessité de se réarmer, de préparer les esprits à la guerre, de sortir de notre anesthésie collective pour nous faire entrer dans un monde que nous pensions peut-être avoir quitté définitivement en 1945. Mais la guerre nous a-t-elle jamais quittés ? Quels sentiments produit-elle en nous lorsque nous l'évoquons ? Quels sont les affects qui nous poussent à épouser les discours guerriers ou au contraire qui nous permettent de ne pas y penser ? Voilà quelques-unes des questions que s'est posée notre invitée de ce soir, Deborah Brosto, dans une enquête philosophique, les désirs guerriers de la modernité qui vient tout juste de paraître aux éditions du Seuil. Deborah Brosto, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse en philosophie à l'Université libre de Bruxelles, collaboratrice scientifique au CNRS et chercheuse associée au Centre Marc Bloch à Berlin. Et je le disais, votre livre, Les désirs guerriers de la modernité, vient de paraître aux éditions du Seuil. Peut-être, avant de revenir sur le moment particulièrement guerrier que nous vivons, pouvez-vous nous raconter pourquoi, quel chemin, quelles idées, quelles trajectoires vous ont mené à vous intéresser à ces désirs guerriers de la modernité ? Oui, alors, cette recherche, enfin ce livre, c'est en fait le résultat d'une recherche assez longue qui a duré pas mal d'années. Et je pense que c'est important de le dire parce que ça veut dire aussi que le monde a beaucoup changé en fait entre le moment où j'ai commencé à travailler et le temps dans lequel on se retrouve actuellement. Alors quand j'ai commencé à m'intéresser à ces questions, cette question de notre rapport à la guerre d'ici, on va dire, à l'ouest de l'Europe. On était autour de 2016, donc on était dans la phase qui a suivi les attentats de Paris, de Bruxelles, etc. Et c'était un moment, on s'en souvient bien, hein, c'était un moment assez particulier, assez étrange en un sens, où il y a eu une énorme, une énorme captation de l'attention autour de ces attentats, toute une mobilisation. On a Mais parlé de retour de la guerre à ce on moment-là. en avait déjà Effectivement. parlé, nous sommes en guerre, on se rappelle de tous ces discours-là, donc ce prisme guerrier qui s'est imposé. Il y avait une grande captation de l'attention médiatique, politique, une mobilisation de nos affects. Et dans le même temps, j'ai envie de dire, il y avait aussi toute une série d'interventions étrangères qui étaient menées par toute une série d'États européens, notamment la France, et déjà avant les attentats, et puis après les attentats, euh, justifiés comme étant soit une réponse aux attentats, soit une manière de les prévenir, etc. Et ces interventions étrangères-là, on en parlait beaucoup moins, en fait. C'était quelque chose qui n'était pas très présent dans les discours publics. Il y avait un peu ce sentiment que c'était quelque chose, une affaire un peu lointaine. Et ce double rapport entre cette intensité de l'attention et de cette mobilisation d'un côté et cette mise à distance de l'autre, c'est quelque chose qui m'a paru interpellant et que j'ai eu envie d'interroger. Et puis ensuite, quelques années plus tard, il y a eu, on se rappelle de la crise du Covid et de la manière dont les métaphores guerrières se sont invitées en permanence pour à nouveau, en quelque part, nous mobiliser dans ce temps de crise. Et voilà, ces deux fils. D'un côté, le prisme guerrier comme quelque chose qui vient nous mobiliser affectivement, et de l'autre, des manières d'être en guerre qui sont peu... qui nous paraissent très, très lointaines, cette mise à distance de la guerre, c'est un double rapport qui m'a paru intéressant d'interroger. Je vous propose d'écouter une allocution, celle du président de la République française, Emmanuel Macron. C'était le 5 mars 2025. Notre Europe possède la force économique, la puissance et les talents pour être à la hauteur de cette époque. Et que nous nous comparions aux États-Unis d'Amérique et a fortiori à la Russie, nous en avons les moyens. Nous devons donc agir en étant unis en Européens et déterminés à nous protéger. C'est pourquoi la patrie a besoin de vous, de votre engagement. Les décisions politiques, les équipements militaires, les budgets sont une chose, mais ils ne remplaceront jamais la force d'âme d'une nation. Notre génération ne touchera plus les dividendes de la paix.
il ne tient qu'à nous que nos enfants récoltent demain les dividendes de nos engagements. Voilà le ton très solennel, très martial du président de la République Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que vous entendez cette expression, Déborah Brosteau? Notre génération ne touchera plus les dividendes de la paix. Bah forcément, c'est très intéressant pour moi et très interpellant. Ce que je trouve assez marquant, et c'est pas propre à ce discours d'Emmanuel Macron, mais c'est des discours qu'on entend tout le temps, c'est donc cette idée, vous l'avez rappelé, hein, d'un retour du spectre de la guerre, comme si l'Europe avait été en paix tout ce temps, une sorte de rêve de paix qui arriverait à son terme. Et ce que je trouve intéressant, c'est que en fait, ce discours-là, intuitivement, on le comprend tous. Cette idée qu'il y aurait un rêve de paix qui prendrait fin, on le comprend. Or, pourtant, et c'est ce que je disais à l'instant, quand on y pense, cette idée qu'on était en paix est un peu étrange. Si on regarde en fait derrière nous ces dernières décennies, en fait, on sait très bien, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en même temps on le sait très bien que l'Europe, elle n'était pas tout à fait en paix. La France en particulier, elle n'était pas en paix. Et si nous, on peut prétendre ne pas le savoir, il y a énormément de gens dans le monde qui le savent très bien. L'armée française, elle était au Mali, dans l'opération Barkhane. Elle a bombardé la Libye en 2011. Elle est intervenue en République centrafricaine, en Irak, en Syrie, etc. Comme l'a montré l'économiste Claude Sarfati, la France, entre 1990 et 2015, elle a mené plus de 100 interventions militaires. Alors, vous distinguez dans votre livre deux dynamiques guerrières distinctes, mais qui, selon vous, fonctionnent conjointement. C'est d'une part l'anesthésie et d'autre part la frénésie. Et la manière dont ces deux émotions, ces deux affects se succèdent, parfois se chevauchent, parfois agissent en même temps face à la notion guerrière. Comment est-ce que ça fonctionne, ce rapport entre l'anesthésie et la frénésie? Je pense que justement, dans ce discours qu'on vient d'entendre, et puis si on se rappelle du discours en entier, on voit très bien en fait comment ces deux logiques, elles sont à l'œuvre. D'un côté, c'est ça que j'essaie de montrer dans mon livre, c'est comment est-ce que cette manière de se dire en paix, c'est quelque chose qui a toute une histoire, où il s'agit quelque part d'être en guerre tout en se rêvant soi-même comme étant incarnation de la paix, comme étant une sorte de remède à la guerre. C'est quand même une manière assez étrange en fait, de se rapporter à la guerre. On les lit tous les deux dans l'idée. Il y a une maxime, le civis pacem parabellum, qui dit finalement qu'il y a toujours un lien intrinsèque entre paix et guerre. On ne peut pas parler de paix sans déjà être en train de penser à la guerre. Oui, alors il y a cette fameuse maxime, mais après, ici, ce qui est spécifique, c'est vraiment cette idée de, non pas de protéger la paix en préparant la guerre, mais cette idée de se dire nous incarnons la paix. C'est quand même quelque chose d'assez spécifique. Nous incarnons la paix, et même si nous faisons la guerre, c'est parce que nous le faisons quelque part au nom de la paix, au nom de notre humanisme, etc., etc. Toutes des choses qu'on entend aussi dans ce discours d'Emmanuel Macron. Donc ça, c'est un de ces rêves européens qui m'a intéressée. Et conjointement, comme vous le disiez, et ça apparaît aussi très fort dans son discours, et c'est quelque chose que je trouve aussi très frappant actuellement, c'est que en même temps, il y a une sorte d'enthousiasme à l'idée que la guerre se réinvite dans notre horizon. C'est une situation extrêmement complexe, il y a énormément de choses qui se jouent. Il y a la question de comment répondre à cette longue guerre d'invasion à laquelle l'Ukraine fait face. Il y a cette question de comment on y répond. Mais à cela vient se brancher quelque chose comme une sorte d'engouement, cette idée qu'on va retrouver on va retrouver un rapport à la guerre, on va pouvoir se mobiliser, s'énergiser en quelque sorte dans cet horizon guerrier. Vivre une forme d'expérience intense, on va y revenir dans quelques instants. Mais si vous voulez bien, on peut peut-être justement revenir en arrière. Racontez-nous comment s'est construite, à quel moment s'est construite l'illusion de la paix en Europe, l'illusion que l'Europe incarnait la paix. Est-ce que c'est après la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que c'est déjà avant? Comment s'est élaborée cette idée d'une Europe incarnant la paix? Je pense que c'est une histoire... En un sens, c'est une histoire assez longue. Moi, je la relis en disant que ça appartient à l'histoire de la modernité. C'est quelque chose qui accompagne aussi toute l'histoire coloniale. Déjà, Aimé Césaire parlait de la façon dont les modernes, quelque part, font la guerre en se présentant comme
l'humanité allant civiliser les barbares, quelque part. Donc cette histoire, elle est assez longue. Après, c'est vrai que moi, ça m'a intéressé de la recamper à partir de ce moment qui s'amorce après la Deuxième Guerre mondiale, où il y a cette idée effectivement qu'on va construire une Europe de paix, qu'on va tourner le dos à nos ruines passées. On va faire table rase du passé. Alors, notamment, il y a aussi eu, alors ça c'est encore un autre aspect que j'interroge dans le livre, c'est-à-dire que ce rêve européen d'après 1945, moi je l'interroge à partir de deux choses. Donc d'un côté, comme je le disais, ces manières de faire la guerre tout en la mettant à distance, et en même temps la manière dont l'Europe va tourner le dos effectivement à ses ruines passées. Et je me suis intéressée en particulier à toute une série de discours qui ont accompagné la reconstruction. Donc très matériellement, l'Europe est en ruine en 1945 et il faut reconstruire, il faut évidemment reconstruire. Mais ce qui m'a intéressée, c'est comment est-ce que cette reconstruction a été effectivement l'occasion de toute une série de rêves de table rase. On va enfin pouvoir faire table rase, notamment de la vieille ville, où la destruction devient quelque part une source d'un nouvel élan de modernisation. Alors je vous propose justement à ce propos d'écouter une archive INA de 1951. Le grand port de la mer du Nord, aux nuits tout illuminées par les enseignes de ces tavernes, où les marins venus de tous les coins du monde se mêlent aux dockers et aux ouvriers des chantiers navals. Nous avons plusieurs pétroliers en construction en ce moment. Un pour l'Amérique, un pour le Danemark et un pour nous. Pendant longtemps, ça a marché au ralenti ici. Mais nous nous sommes sérieusement remis au travail et nos chantiers sont actuellement les 3e du monde. La guerre est déjà un souvenir lointain. Les habitants ont réorganisé leur vie et trouvé à se caser. Eh oui, on recommence à trouver de tout. Ici, on trie, on crible, on classe des immeubles écroulés en matériaux de construction de nouveau utilisables. La ferraille est acheminée vers les hauts fourneaux. Les éclats, broyés, tamisés, deviennent une poudre fine qui servira à faire du béton. Le béton de la reconstruction. Voilà un film produit par le United States Information Service en 1951. C'est un extrait du documentaire Hambourg qui donc s'intéresse à la reconstruction d'Hambourg. Et vous prenez justement l'exemple d'Hambourg dans votre livre comme un cas emblématique de l'oubli organisé de la guerre. Oui, tout à fait. Je trouve que, pour avoir aussi vécu en Allemagne, je trouve que en Allemagne, c'est une expérience très très frappante qu'on peut faire quand on habite dans ces villes qui ont été en grande partie reconstruites, où on sent quelque part, à la fois il n'y a plus de traces de la guerre, évidemment, il y a plus de ruines, ou presque plus. Parfois on a gardé quelques églises en ruine, mais en même temps on sent vraiment qu'un désastre a eu lieu, justement parce qu'on sent que la ville a été coupée de toute une série de strates de son histoire. Cette expérience qu'on peut faire de manière très sensible, on sent quelque part, comme je disais, cette trace, mais qui est une trace sur le mode d'un effacement, justement. C'est quelque chose dont un écrivain allemand, Sebald, a parlé dans un texte qui est paru au début des années 90, et où il parle justement de ce moment de la reconstruction allemande, et où il dit que la reconstruction a été quelque part aussi l'occasion d'un immense oubli, qui est une sorte d'oubli des ruines ou d'effacement des ruines, et que cet oubli des ruines, il fait en quelque sorte partie de cette histoire de la guerre et de la destruction. Effacer les traces de la guerre, et vous parlez aussi d'art de mettre à part. Vous faites référence au mythe de l'anneau de Gigès. Comment ce mythe, réinterprété par Simone Veil, que vous citez, nous donne des indices pour comprendre la manière dont la modernité a mis à part la guerre, a opéré cet effacement de la guerre? Alors, donc le mythe de l'anneau de Gigès, donc c'est un mythe décrit par Platon dans La République, où en gros, Gigès, c'est un berger qui trouve un anneau qui lui donne le pouvoir de se rendre invisible. Et il commence à utiliser cet anneau et sûr de son immunité quelque part et de son impunité, il se met à commettre toute une série de crimes, et à partir du moment où il n'a plus de compte à rendre, il est pris dans cette violence. Donc ça, il commet toute une série d'injustices. Et Simone Veil,
elle reprend ce mythe. C'est des fragments qui apparaissent dans un livre qui s'appelle La pesanteur et la grâce. Elle reprend ce mythe, mais elle dit le nouveau Gigès, c'est celui pour qui l'anneau lui-même devient invisible. C'est celui, et elle dit, c'est celui qui arrive à mettre à part entre sa violence et lui-même, quelque part. C'est un mythe, c'est le philosophe Grégoire Chamaillou qui a attiré mon attention sur ce passage de Simone Weil dans son livre sur les drones, où il parle de la manière de compartimenter la psyché dans les... Et les drones, ils sont évidemment une manière technique évidente, pratique matérielle de faire la guerre tout en la mettant à distance. Et quelle est, puisque l'on parle de Gizès, bon, il incarne ce mythe-là, cette idée-là de la mise à part. Quelle est la part de responsabilité individuelle? Là, on parlait effectivement de mise à l'écart de la guerre collective par la reconstruction, par l'effacement des ruines. Quelle est la part de responsabilité individuelle dans le refus de cette guerre? Je cite juste un exergue que vous citez vous-même dans votre livre de Louisa Youssi, qui est dans Rester barbare, qui dit l'Occident serait agressé pour ce qu'il est, la lumière qu'il porte, sa joie de vivre, de danser, de boire, d'aimer, la sidération de somnambule et de rigueur. Qu'est-ce que ces gens ont accepté de devenir pour vivre si inconsciemment sur un tas de ruines? Qu'est-ce que ces gens ont accepté de devenir pour vivre si inconsciemment sur un tas de ruines, Déborah Brosto? Mais disons que, en fait, ce que j'essaye d'amener, c'est justement qu'on parvienne quelque part à se poser cette question. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire, si on revient à la question de toutes les guerres auxquelles on est lié, que ce soit par des interventions étrangères, mais aussi par nos économies, par notre histoire, etc. Il ne s'agit pas, bien sûr, de dire chaque individu serait coupable, c'est nous qui faisons ces guerres, etc. On sait très bien qu'on est pris dans des dynamiques qui nous dépassent. On sait très bien qu'on est souvent assez impuissant. Mais la question que Louisa Yousfi permet de poser, et que Simone Weil aussi posait en son temps, c'est de se dire, mais en fait, sur quoi est-ce qu'on a prise? Justement, comment avoir une lecture de ces situations qui ne nous rendent pas innocents? Comment ne pas essayer sans cesse de s'innocenter en considérant justement que cette violence, elle est en dehors de nous, qu'elle est à part de nous? Donc comment faire le lien entre notre situation, l'articuler aux violences auxquelles on est lié. Donc la question qui se pose, c'est pas est-ce qu'on est coupable ou pas, mais c'est comment avoir prise et sur quoi. Si on pense par exemple à l'époque de toutes les mobilisations contre la guerre du Vietnam aux États-Unis, la situation elle était assez différente parce que avoir pris, ça passait notamment, on avait une armée de conscrits, donc ça passait aux États-Unis, donc ça passait notamment par le fait de refuser de donner son corps à l'armée. Donc il y avait cette mobilisation des corps à laquelle il était possible de résister. Alors là, aujourd'hui, on n'est pas là-dedans, mais néanmoins, il y a plein de faisceaux très matériels qui nous lient à toute une série de guerres en cours, de crimes de guerre, etc., que ce soit les ventes d'armement. La Belgique, elle est très connue pour ses ventes d'armement. La France également. Et la France également, que ce soit des aliments qu'on consomme, qui sont aussi liés à des économies de guerre, etc. Donc c'est se demander, cartographier ce sur quoi on peut avoir prise et l'articuler à notre situation. Alors, en face de cette illusion de paix, ce déni, en quelque manière, et cette gestion de la propre violence que vous venez de décrire, il y a aussi la fascination pour la guerre, dont on avait brièvement parlé en évoquant les mots d'Emmanuel Macron, d'engagement, de force d'âme. Il faut, dans cette quête que vous faites autour de la guerre, il faut parler du désir, d'ailleurs, qui est dans le titre de votre livre, qui est un désir pas seulement guerrier, qui est aussi un désir d'expérience intense, de vivre une vie intense. Et vous dites, cette relation à l'expérience, elle est constitutive de la modernité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Effectivement, ce que j'ai essayé de faire, c'est de retracer comment est-ce que, au cours de l'histoire de la modernité, encore une fois, moi, l'époque à laquelle je me suis intéressée, c'est surtout le XXe siècle, mais ensuite je le relie aussi à des moments du présent, mais aussi des moments des moments antérieurs. C'est comment est-ce que, parce que bon, des rapports fascinés à la guerre, c'est évidemment pas le propre exclusivement de la modernité, mais ce qui me semble spécifique à la modernité, c'est que la guerre et l'expérience de la guerre est associée à l'idée d'une intensification de la vie vécue. La guerre devient le lieu d'une quête d'intensité. Et c'est ça qui me semble être spécifiquement moderne. Vous écrivez « Les modernes sont en quête d'une amplification de leur vie vécue ».
Oui, tout à fait. Et ce qui m'a intéressée, c'est aussi de voir comment est-ce que cette quête d'une amplification de la vie vécue, elle va avec toute une histoire plus large de rapport des modernes à leur expérience. Alors moi, je me suis intéressée en particulier à des auteurs allemands de l'entre-deux-guerres, notamment Walter Benjamin, qui s'intéresse à la manière dont toute l'histoire industrielle amène un rapport accéléré au rythme de la vie. Comment est-ce qu'il y a toute une série d'énergie et de rythmes de la vie moderne qui se développe avec l'histoire de l'industrialisation, et comment ça va créer toute une série de rapports ambivalents, ambigus, où on se sent à la fois pris, capté par ces accélérations, et en même temps on essaye de s'en protéger, et comment il y a toute une série de pathos et de discours sur la modernité et de la modernité autour de ces énergies. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette quête d'intensification de la vie vécue qui se tourne par excellence vers la guerre, elle va de pair avec un certain regard qu'on va porter sur la paix moderne. C'est un discours qui est assez ancien, mais qu'on entend encore maintenant, cette idée que la paix moderne, ce serait justement le lieu d'une sorte de perte d'expérience authentique, c'est la platitude de la vie moderne, c'est l'ennui, etc., etc. Donc un regard qui vient appauvrir en quelque sorte notre expérience de la paix. On ne vivrait vraiment que la guerre, on le voit régulièrement dans les films américains, les générations de soldats. Le grand-père a fait la World War II, et puis ensuite la guerre de Corée, et puis le fils à son tour, la guerre du Vietnam, et puis le fils encore, comme si la guerre scandait, alors en l'occurrence, là je parle d'hommes parce que la guerre est très masculine, mais comme si la guerre scandait à la fois les générations du XXe siècle, et qu'une vie sans guerre n'était pas une vie qui méritait d'être vécue. Il y a le cinéma, évidemment, qui met en scène ce récit-là. Il y a aussi la littérature, et je vous propose d'écouter l'extrait d'un roman, Orage d'acier, roman d'Ernst Junger, écrivain, penseur allemand qui a traversé le siècle et participé aux 2 guerres mondiales. Il parle de son expérience de la Grande Guerre qui le marque de manière indélébile, et c'est Bertie Bourdon qui a préparé cette émission, qui nous a fait l'honneur de sa lecture. Écoutez. Le grand moment était venu. Le rouleau de feu s'éloigna des premières tranchées. Nous prîmes notre formation d'attaque. Lourdement, mais irrésistiblement, nous partîmes au pas vers les tranchées ennemies, dans un mélange de sentiments fait de soif de sang, de colère et d'ivresse. À côté de cela, un souffle héroïque nous poussait. Le divin et le bestial étaient inextricablement mêlés. J'étais loin en avant de la compagnie, suivi de mon ordonnance et d'un volontaire d'1 an. Je serrais dans la main droite la poignée de mon pistolet, dans la gauche un stick de bambou. Je bouillais d'une fureur qui m'est maintenant incompréhensible. J'étais dominé par le désir de tuer. Il me donnait des ailes. Je pleurais de rage. La volonté inouïe d'anéantissement qui pesait sur le champ de bataille se concentrait dans les cerveaux. En plus, accompagné par cette musique lyrique posée par le réalisateur de l'émission, on sent bien toutes les émotions contradictoires, et justement, Junger parle bien de désir. Alors peut-être c'est la dernière question de cette émission qui mériterait d'être bien plus longue avec vous ce soir, Déborah Brostow. Comment est-ce qu'on fait pour changer, pour construire d'autres imaginaires que celui de cette fascination morbide, il faut le dire, pour la guerre? Alors il y aurait beaucoup de choses à dire. D'abord, je veux quand même préciser que donc moi je donne une grande place à cette histoire des désirs guerriers, parce que simplement c'est l'objet de mon livre, mais que c'est important aussi de dire évidemment que un récit tel que celui que construit Junger est pas un récit qui a pris toute la place. Évidemment, dans l'histoire du XXe siècle, on hérite de toute une série de manières en fait de se rapporter à la guerre, et aussi de décrire son expérience en réponse à cette lecture, à cette galvanisation guerrière de Junger. On peut penser au célèbre passage de Walter Benjamin où celui-ci dit, il parle lui aussi de cette énorme concentration des énergies sur le champ de bataille, mais il dit cette concentration des énergies, c'était pas le lieu de l'expérience la plus riche, la plus intense, la plus fascinante. C'était au contraire le lieu de l'expérience la plus appauvrie. Tous ces chocs, c'était les soldats qui revenaient muets du front. C'était une expérience extrêmement traumatique. Et donc je pense qu'il y a tout un conflit autour de cette manière de décrire l'expérience de guerre, et que un des enjeux, c'est aussi d'hériter de ces autres descriptions et de ces autres rapports.
Et pour en savoir plus, en lire plus, peut-être découvrir d'autres horizons de désirs et d'autres imaginaires, je vous invite à lire Les désirs guerriers de la modernité, que vous avez signé, Déborah Brosto. Merci d'être venue nous en parler ce soir. Je rappelle, vous êtes chercheuse en philosophie, collaboratrice scientifique au FNRS, ma langue a fourché tout à l'heure, et chercheuse associée au Centre Marc Bloch de Berlin. Merci beaucoup d'être venue. Merci également à Bertille Bourdon pour la préparation de cette émission, à la programmation Stéphanie Villeneuve, à la réalisation François Richer et à la technique ce soir François Saint-Georges. C'est la fin de Questions du soir.